Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien c'est les affranchis. J'ai suivi tout récemment cette innovation de Rebecca et Nonchon sur STV avec le journaliste Dipita Tongo. Et en passant crédit à STV, je partage ces images juste pour pouvoir sensibiliser la communauté aux avantages qu'offrent les startups en Afrique et aussi les startups blockchain, les startups sur l'intelligence artificielle et autres. Rebecca Enonchon, qui est entrepreneur dans le domaine et qui est un CEO de Appstech, apporte avec maestrie l'importance et les opportunités qu'offrent les startups en Afrique. Je vous laisse écouter. À tout à l'heure. Je pense que tout entrepreneur, quel que soit le genre de l'entrepreneur, va vivre des difficultés. C'est un peu ça l'entrepreneuriat. Et il faut savoir surmonter, il faut savoir regarder le challenge et le surmonter sans que ce soit un obstacle. C'est un challenge, c'est une difficulté, mais ce n'est pas un obstacle. Et c'est comme ça que je gère ça. J'en ai plein, j'ai plein d'échecs, je pense que là aussi la naïveté, quand on commence dans l'entrepreneuriat, on est très naïf. On est très naïf parce que on croit tellement dans notre produit ou dans notre solution et dans notre vision. Vous avez l'impression que les gens sur le marché vous attendent. Oui, on sait qu'ils nous attendent et ils ont besoin de nous. Et parfois c'est vrai. Mais on ne s'attend pas à tout l'environnement business. On est très peu préparé pour, surtout quand on vient du domaine de la technologie. C'est très cartésien. C'est très, ça marche ou ça marche pas. Il n'y a pas de, et les affaires, des affaires, il est très différent de ce qu'on imagine quand on est en train de faire la tech. Parce que nous, en fait, on veut mettre en avant un produit qui marche, est-ce qu'il fonctionne, oui ou non. Mais tout l'aspect business, moi, ça m'a pris du temps à vraiment comprendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne les jeunes qui sont en train de qui créent leur start-up. Qui ont le talent, mais non pas forcément l'accompagnement. La clé. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé cet accompagnement quand j'ai commencé, il y a 26 ans maintenant. J'aurais bien aimé être accompagnée. Et je n'avais pas ça. Et donc, j'ai dû apprendre de moi-même, souffrir de moi-même. Certaines des leçons, par exemple, que j'ai tirées, c'est que faut pas demander l'argent quand on en a besoin. C'est-à-dire qu'il faut demander l'argent quand on en a trop. Et il vient. Je veux dire qu'on va à la banque, on demande une ligne de crédit quand on a les comptes bourrés d'argent. Parce que le jour où on a besoin d'argent, ça devient beaucoup plus difficile d'en avoir. Donc, il y a plein de choses comme ça. Parfois, il faut savoir aussi lâcher son business. Il faut savoir, moi je sais qu'en 2004, il y a une société qui a voulu nous racheter. Et j'ai été, je pense que je voulais encore, et c'était à l'apogée, hein, je pense que Appstech n'a jamais été plus connu, que à cette époque-là. On avait vraiment au niveau mondial, je parle pas du Cameroun, vraiment au niveau mondial, on avait atteint une certaine crédibilité. Et on avait des clients déjà dans plus de 30 pays et on avait vraiment une très belle expérience. Et on avait créé un nouveau modèle un nouveau modèle d'affaires pour livrer les solutions qu'on livrait. C'est pour pas rentrer dans les détails compliqués ici, mais c'était un nouveau modèle et c'est un modèle qui a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Et des sociétés qui étaient plus grandes que nous se sont intéressées et ont voulu nous racheter. Des sociétés américaines ont voulu nous racheter. Je pense que j'ai trop hésité. J'aurais pu prendre cet argent, beaucoup d'argent. C'était environ 50 millions de dollars à l'époque. Et j'ai trop hésité parce que je me disais, voilà, c'est mon enfant, c'est mon bébé, on n'est pas prêt à laisser. Parfois, il faut savoir step away et laisser, et puis faire autre chose. J'aurais pu créer une autre entreprise avec cet argent. 50 millions de dollars, près de 30 milliards. Oui. Et vous avez dit non.
Oui. Alors, sinon, quels sont les projets ou les initiatives pour lesquelles vous êtes le plus fiers aujourd'hui, qui symbolisent, je veux dire, s'il y a une identité en termes de réalisation, en termes de fierté, vous direz que c'est laquelle? Disons, premièrement, mon entreprise, Appstec. Vous avez parlé de 2017 tout à l'heure. C'est parce que dès 2017, nous, on a créé en fait ce qu'on appelle Appstec Labs, qui est de l'innovation au sein de Appstec. C'est-à-dire que comment on peut... Et là, depuis 2017, on travaille sur l'intelligence artificielle et on travaille avec des jeunes Camerounais. 2017. Okay. Donc, et c'est des jeunes Camerounais, même tous les stagiaires qui passent par Appstec Cameroun font un stage en IA, en intelligence, oui, IA en français, ouais. Et donc, on essaye de créer ces compétences au Cameroun. Et je suis tellement impressionnée de la qualité et le calibre des professionnels qui sortent. On a un talent incroyable dans ce pays et ça me fait, je suis fière de pouvoir le valoriser. Il y a ça, je pense que j'ai aussi mon côté très panafricain et être à la création d'organisations panafricaines dans le domaine de la technologie, pour moi, c'est une preuve qu'on peut le faire au niveau, si on le fait au niveau de la technologie, on peut le faire dans d'autres domaines. Mais donc, Active Spaces, dont vous avez parlé tout à l'heure, Active Spaces, c'est African Center for Technology, Innovation and Ventures. On a créé au Cameroun en 2010, donc je suis l'une des cofondatrices et la présidente actuelle. On est localisé donc à Buea. C'est là où on a commencé en 2010. Et puis en 2012, on a ouvert à Akwa, à Douala. Et puis en 2021, on a ouvert à Banganté, donc en zone rurale, parce que nous voulons aller vers les talents. Donc nous voulons, et Active Spaces est là pour soutenir l'entrepreneuriat numérique. Et il n'est pas limité aux grandes villes. Il faut vraiment aller et soutenir le talent là où il se trouve. Exact. Et donc, on a cette année une nouvelle... en fait, non, depuis l'année dernière, on a une quatrième localisation, si vous voulez, mais qui est mobile. Donc, on a une caravane numérique qui traverse le pays, qui est aujourd'hui à Bayangam, je pense jusqu'à la fin du mois. Et on va de ville en ville. C'est quoi le concept? Et en fait, c'est ce qu'on appelle un makerspace. Et un makerspace, c'est quoi? C'est des équipements pour pouvoir faire de l'artisanat numérique. Donc, il y a ça. Il y a des formations pour que les jeunes puissent toucher de leurs doigts directement au dernier cri de la technologie. En fait, c'est vraiment pour partager la technologie avec des personnes qui n'ont pas accès de manière régulière et peut-être créer donc cette envie et cette passion que moi j'ai eue étant jeune de vouloir rentrer dans le domaine de la tech. Donc Active Spaces pour moi j'en suis très fière. On a déjà accompagné des milliers et des milliers de jeunes dans l'entrepreneuriat. Et Active Spaces a donc créé en 2011, et Active Spaces était l'un des premiers centres d'innovation incubateurs sur le continent africain. Et avec d'autres, donc au Kenya et au Nigeria, on a créé donc 6 d'entre nous dans 5 pays avons créé la plateforme AfriLabs. Et donc on était 6 en 2011. Aujourd'hui, on est plus de 500 dans 53 pays africains. Et je pense que et on soutient une communauté de près de 2 millions d'entrepreneurs dans le numérique. Dans le continent africain. Dans le continent africain. Non, dans le continent africain. On est limité à l'Afrique. Mais je pense que c'est la croissance. Donc, j'ai été présidente de cette organisation. J'ai fait 2 mandats. Et la croissance pendant cette période-là a été énorme.
Donc, et j'en suis fière parce que ça montre aussi que, quels que soient les pays, on arrive à travailler ensemble. Dans le continent, on arrive à travailler ensemble et qu'il y a une Afrique. Il y a une Afrique qui réalise, ouais. et surtout... Et le panafricanisme de l'action, je pense que c'est important. On en parle, mais c'est pas évident parce qu'on a quand même, culturellement, il y a des différences, surtout quand on compare les francophones, les anglophones, il y a des manières, et puis la vitesse à laquelle on va. C'est-à-dire que les pays anglophones, on le sait sur le continent, vont beaucoup plus vite dans la technologie que les pays francophones. Et donc, arriver à trouver, après avoir vu que on peut soutenir l'entrepreneuriat numérique par ces organisations panafricaines, on s'est rendu compte qu'il faut aussi accompagner ces startups, ces entrepreneurs avec de l'argent. In English, we say you need to put your money. You need to put your money where your mouth is. Il faut mettre l'argent où il y a la bouche. Absolument. Donc, ça ne suffit pas d'en parler. Il faut maintenant pouvoir leur donner cet argent. Et c'est comme ça qu'on crée au Cameroun en 2014 Cameroon Angels Network avec d'autres qui ont cette volonté d'accompagner les startups parce que c'est un investissement, hein, c'est pas un don, mais c'est très risqué. Les chances que tu récupères ton argent sont... Qu'est-ce qui génère le risque? C'est risqué parce que la start-up peut échouer et en général, les start-up vont échouer. Okay. 95% des start-up dans le monde, ce n'est pas limité au Cameroun ou en Afrique, vont échouer. Absolument. Et donc, on sait, mais il faut essayer, il faut tenter. C'est ça la start-up en fait, c'est essayer quelque chose que les autres n'ont pas essayé. Et peut-être que ça va payer, peut-être pas. Probablement pas, mais ça peut. Et le peu là, c'est ça qui nous motive. Okay. Moi, j'ai des amis qui sont dans un autre réseau de Business Angels à Lagos. J'en parlais cette semaine. C'est deux femmes qui ont investi dans une start-up nigériane très tôt. Une a mis $5,000, l'autre a mis $10,000. Et cette start-up a été rachetée par une grande entreprise américaine après, bien des années après. Et leurs $5,000, et $5,000 sont devenus $2 millions. Les $10,000 qui avaient été investis sont devenus $4 millions. Et les deux femmes qui ont des fonds d'investissement maintenant, cet argent pour réinvestir dans d'autres startups sur le continent avec beaucoup de succès. Et donc, oui, c'est très risqué, mais le payoff peut être énorme. Absolument. Donc, Cameroon Angels Network, maintenant, donc 2014, l'année d'après, on décide de faire un AfriLabs, donc une organisation panafricaine de réseau de business angels africains. Et donc, on crée EBAN, donc African Business Angels Network, qui, au début, on était 5, c'est toujours comme ça, mais le Cameroun est toujours là. Ah ouais. Au début, on était 5, et aujourd'hui, il y a 60 réseaux, et il y a à peu près 2000 investisseurs dans ces 60 régions. Est-ce que vous faites accompagner, coacher, encadré par les pouvoirs publics? Non. Quelle est la place de l'institutionnel dans votre déploiement? Disons que j'ai une allergie naturelle au gouvernement. C'est pas seulement le gouvernement camerounais. D'être en contact avec les décideurs politiques. Non, c'est pas que d'être en contact avec eux. Il faut toujours parler. Le dialogue, il est vous voulez pas être en affaire avec important. eux? Oui. D'accord. Disons que j'évite tout ce qu'il y a comme marché public. On en a fait, aux États-Unis, pas au Cameroun, parce qu'on avait, non, mais on en a fait avec le Canada, avec les États-Unis, mais disons que c'est pas mon truc. C'est trop lent. Moi, j'aime aller vite. Et ces organes, en fait, les gouvernements en général,
même par leur nature, sont très conservateurs. Absolument. Et donc, c'est difficile. Et moi, comme j'aime aller vite, j'essaye de ne pas trop fonctionner avec les gouvernements. Mais pour l'accompagnement, non. Je peux pas dire que on a été accompagné par un gouvernement. Non. Pas du tout. Mais c'est bien comme ça. C'est pas grave. D'accord. Ouais. Cela dit, vous n'êtes pas seulement actif sur le numérique. Vous exprimez également très souvent sur votre page, surtout sur les questions de gouvernance et de démocratie. Qu'est-ce qui vous motive à franchir ce pas-là? C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a les réseaux sociaux. Okay. Moi, dès les années début 90, 91, 92, j'étais déjà très active. Avec Kawala, on était aux États-Unis ensemble. On organisait, il y avait des manifestations qui étaient organisées. On était vraiment, c'est un amour pour le pays. Et peut-être aussi, ayant grandi dans les années 70, fin 60, 70, il y avait how do you say this? Il y avait un momentum. Il y avait on bougeait au Cameroun, on dépassait les autres. Absolument. Et donc, on sait qu'on est capable. Moi, ça m'a montré que je sais que je peux. Je sais qu'on peut, parce qu'on l'a déjà fait. On parle du Rwanda, le miracle, machin, on dépasse. C'est-à-dire, on était un peu comme ça. C'est-à-dire que comment ils font pour aller vite comme ça? Et on fait mieux. Et on fait mieux, et on est capable de mieux. Et donc, quand je vois ça, c'est frustrant pour moi. C'est frustrant parce que je sais qu'on peut faire mieux, mais on est devenus des adeptes de la médiocrité à tous les niveaux. Tous les niveaux. Et ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable qu'un pays à qui Dieu a tellement donné, je ne sais pas comment décrire, Dieu nous a tout donné, tout. Tout, même sur l'Afrique, c'est pas seulement qu'on devrait être les leaders en Afrique, mais l'un des leaders dans le monde. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'on a à envier au pays même crise? Le talent camerounais, mais regardez toutes les organisations internationales. Le Cameroun. Et souvent, quand je circule, comme je dis, beaucoup de dialogues avec d'autres gouvernements, pas nécessairement le nôtre, mais beaucoup de discussions, les gens me demandent, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? On ne comprend pas. On ne comprend pas comment vous avez tout ce talent-là. Moi, il y a des Camerounais partout. C'est-à-dire que souvent, et des personnes intelligentes et qui conseillent d'autres gouvernements. Mais comment on n'arrive pas à s'en sortir chez nous? Tout le monde constate la distance entre le potentiel et le réel. Oui. Et le potentiel qu'on connaît parce qu'on l'a vécu. C'est pas que c'est un espoir. I'm not living in hope. Je ne vis pas dans l'espoir. Je vis dans le fait qu'on a déjà ce passé, on a déjà fait nos preuves. De dire que, et pourquoi est-ce qu'on est là où on est aujourd'hui? Ce n'est pas normal. Vous faites un lien entre la gouvernance et le numérique? Oui, bien sûr. Ok. Et quand j'ai dit qu'on a tout, même dans le numérique, on a tout. C'est-à-dire que on en a 5. Combien de pays africains peuvent dire qu'ils en ont 5? Mais on utilise quoi? On n'utilise même pas 15% de la capacité. Et donc, bien sûr, bien évidemment, ça va ralentir. Et ce qui veut dire que, parce qu'on limite la capacité qu'on vend, donc ça vient, Camtel prend, oui, donc voilà, qui est le monopole actuellement. Donc, il va revendre à MTN et Orange, mais vu qu'il y a une limitation dans la capacité qui est disponible, ni Orange, ni MTN, ni les autres, Yumi, ne peut acheter suffisamment de capacité pour les besoins de leurs utilisateurs. Absolument. Et puis, ça coûte très cher. Disons que si les opérateurs pouvaient acheter directement sur le marché international, ils paieraient beaucoup moins cher qu'ils le payent en passant par Camtel. Et donc, non seulement c'est très cher, la disponibilité, elle est limitée,
Et ça veut dire que nous, on souffre. Moi, j'arrive pas à me connecter là depuis 2 jours, j'ai des problèmes de connexion, mais c'est très frustrant et ça affecte notre productivité. Et tout ça, c'est parce que nos politiques ont décidé que le numérique c'est leur domaine. Donc ils sont experts en tout et c'est eux qui prennent des décisions dans le numérique au lieu de laisser des professionnels prendre les décisions. Et le résultat, c'est qu'on a des personnes qui ont un esprit encore de méfiance envers la technologie. Et ils se méfient, ils se disent que l'Internet, c'est mauvais. Et donc, comme c'est mauvais, il ne faut pas que tout le monde ait accès. Et pour limiter, donc, on va faire que ce soit trop cher, pas accessible. Et donc, on a vraiment besoin de changer de mentalité et de voir que le numérique, c'est une opportunité pour la croissance de notre pays, pour le développement de notre pays. Ça peut créer de l'emploi. Et encore une fois, je ne vis pas dans l'espoir. On a un exemple concret de la technologie et l'impact que ça peut avoir sur les économies avec le mobile. On a vu l'introduction du mobile début des années 2000, mais on a vu la transformation et les millions et les millions et les millions d'emplois que ça a créé sur le continent. Absolument. Et on peut le faire dans d'autres domaines. Si on peut le faire dans le mobile, on peut le faire dans d'autres domaines. Comment évaluez-vous le niveau de développement du numérique en Afrique, au Cameroun? En Afrique, au Cameroun. En Afrique, on est médiocre. En fait, au Cameroun, on est médiocre. Okay. On est médiocre. On n'est pas les derniers de la classe. Mais moi, je ne sais pas si tes parents auraient accepté, Dipita, que tu ailles, que tu dises que mais j'étais pas dernier et tu ramènes ton carnet de notes, tu dis que mais j'étais pas dernier. C'est pas comme ça. On doit pas se comparer. Et l'Afrique centrale, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais disons que l'Afrique commence à évoluer. Il y a des pays où on voit beaucoup de progrès. Et c'est compliqué en ce moment de citer le Rwanda parce que, bon, pour des raisons autres que la technologie, mais si on parle juste et seulement de la technologie, ils ont compris l'impératif. Okay. Ils n'ont pas la même main-d'œuvre que nous avons dans le domaine de la tech. Ils n'ont pas le même talent. Ils sont obligés de faire appel à l'expertise extérieure. Alors que nous, on peut le faire avec nos propres talents. On peut le faire avec nos propres talents. Je vais dire, on y a l'Afrique du Sud, bien évidemment. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup en Afrique du Sud, c'est que leurs startups sont rachetées par des très, très grandes sociétés américaines, Nigeria, pareil. C'est-à-dire, ils vont commencer et quelqu'un va voir l'opportunité qu'est l'Afrique et dire que... Et en fait, en Afrique du Sud, ils rachètent, c'est pour la technologie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a une plateforme pour la commande des repas qui s'appelle Uber Eats. Ouais. C'est Uber, c'est comme le Yango, mais c'est la livraison de nourriture. L'application en fait, il y a une plateforme qui a été créée entre la commande sur le téléphone et la dans le restaurant, que ça rentre dans leur système automatiquement, que quelqu'un n'ait pas à rédiger et à retaper dans la commande pour la cuisine. C'est automatique. Ça a été créé en Afrique du Sud. Est-ce que vous savez que vous avez entendu parler de IoT, Internet of Things? C'est par exemple, aujourd'hui, il y a les caméras qui sont rattachées à l'Internet. Absolument. La création... Vous pouvez être au bureau et voir ce qui se passe chez vous. Oui. Il y a aussi d'autres objets qui sont attachés à l'Internet. Des objets, on appelle ça donc Et est-ce que vous savez que la personne qui a développé le concept même, c'est un Camerounais? Vous me le dites. C'est un Camerounais. Et il a lancé là une start-up dernièrement, mais c'est un Camerounais qui a créé ça. Et il a les patents, comment on dit en français, il a les droits dessus. C'est que quand les gens veulent utiliser sa technologie, ils sont obligés de racheter. Absolument. Il y a la société SAP. SAP, c'est l'un des plus grands éditeurs. Ils sont allemands. Pour utiliser ces produits. Voilà, mais et même si vous avez votre téléphone, vous avez déjà utilisé le GPS pour dire que voilà où je suis. Bien sûr. C'est un Camerounais qui a développé ça. C'est un Camerounais qui a développé cette technologie.
Et je veux dire qu'on a tellement de talent. Absolument. Et c'est des personnes dont on ne parle pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus, alors que c'est des Camerounais. Mais vous, quel